Bonjour à tous, Déborah Svetojevic, directrice de l'autonomie à l'ARS. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ces rencontres régionales qui sont organisées avec l'ORS Créali, Calva et la Haute Autorité de Santé et qui portent sur les nouvelles méthodes d'évaluation dans le secteur médico-social. Alors, très rapidement, je vais passer la parole aux collègues pour que l'on rentre dans le vif du sujet, un petit mot d'introduction pour vous rappeler le contexte que vous connaissez parfaitement, qui est un contexte globalement assez contraint, qui est marqué par un certain nombre de tensions qui pèsent sur notre système de santé, santé au sens large, hein, donc soins et accompagnement. Des tensions sanitaires, bien sûr, avec les épisodes Covid, des tensions sur les ressources humaines, avec des difficultés démographiques qui sont importantes et qui touchent l'ensemble des personnels, médicaux et non médicaux, des tensions financières, pour certaines structurelles, pour beaucoup conjoncturelles, notamment liées à l'impact de l'inflation et à l'impact de la revalo du point d'indice. Des tensions environnementales également, puisque vous avez aussi vu passer les informations qu'on a pu transmettre sur l'eau, mais également sur les énergies et notamment l'électricité, sous l'angle des préventions et des inquiétudes autour des délestages. Face à toutes ces tensions, une mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs et on vous en remercie. Je profite de ce moment, je le dis assez régulièrement, pour remercier l'ensemble des acteurs, hein, établissements et fédérations. Et puis, évidemment, vous le savez, hein, le soutien continu de l'ARS qui vous est apporté. Des ambitions fortes. Alors, pour ceux qui ont eu le courage de regarder le projet régional de santé 2023-2028 de l'ARS Normandie, qui est en ce moment à la concertation, vous avez pu voir qu'il y avait une partie qui était consacrée aux enjeux de qualité, de sécurité, de gestion des risques des établissements, enjeux qui constituent une priorité pour l'ARS, dans l'ambition évidemment de créer, de constituer un environnement bien traitant pour les personnes accompagnées, que ce soit dans le secteur personnes âgées, dans le secteur du handicap. L'idée évidemment étant de garantir le respect des droits et des libertés des personnes, d'intégrer systématiquement la bientraitance aux pratiques, aux organisations, aux environnements, de renforcer tout ce qui est gestion des risques a posteriori, donc identification, signalement, analyse et restitution aussi, hein, des situations de maltraitance dans le cadre des événements indésirables. Et puis s'assurer que la lutte contre la maltraitance est une priorité pour l'ensemble des acteurs. L'idée, c'est évidemment de s'inscrire aussi dans ce concept que vous connaissez tous, hein, qui est de faire de nos établissements, et notamment des EHPAD, de vrais lieux de vie. On a déjà des outils, on part pas de rien. Ces outils, vous les connaissez, ce sont des outils classiques du quotidien, qu'il s'agisse d'outils de contractualisation, les CEPOM, d'outils, comme je le disais tout à l'heure, de gestion de risque avec tout ce qui est déclaration signalement d'événements indésirables, les RETEX réalisés par vos soins, les plaintes et réclamations d'usagers qui constituent également une source d'information, donc les évaluations externes, on va y revenir, et puis les conclusions des inspections sur site et contrôles sur pièces s'agissant des EHPAD. La volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir aller plus loin dans le cadre d'un accompagnement et d'un soutien renforcé des établissements. Toujours dans le PRS, hein, ce que l'on voit, c'est la volonté de développer une offre servicielle. Alors le mot est assez moche, mais on en comprend tous le sens. On veut aider les établissements à la mise en place concrète de politiques et plans d'action, apporter un appui sur des sujets prioritaires, on pense tous au circuit du médicament, et puis mieux prendre en compte les signaux faibles pour mieux prévenir les risques. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, s'agissant de la gestion des risques a posteriori, on est tous rodés. La gestion des risques a priori, c'est encore sans doute un défi pour beaucoup d'établissements. Dans le cadre du PRS, on souhaite vraiment vous proposer une boîte à outils, une offre de services pour permettre l'installation
la pérennisation d'une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc évidemment, à l'intérieur, liste non exhaustive, je le précise, des formations, des outils, des conseils, des dispositifs de soutien spécialisés, parce que dans certains cas et sur certains lieux, il est nécessaire d'avoir un appui un peu renforcé de certaines structures. Et du coup, alors oui, il y a un petit message qui demande si vous aurez le diaporama, et donc aucun souci pour vous partager le diapo à l'issue de cet échange. Et donc juste pour conclure, vous dire que ce webinaire et l'offre d'accompagnement qui vous sera présentée ce matin, et donc qu'on vous adresse en diapo, constituent les prémices de ces solutions d'appui. Et vraiment l'idée, c'est de mieux prendre en compte vos besoins pour vous apporter en réponse une offre de service concrète. Voilà, j'en resterai là pour le moment et je passe la parole aux collègues et on reviendra à la fin de la matinée pour un petit temps d'échange et de questions-réponses. Bonjour à tous, donc je suis Christelle Moulier, directrice technique et pédagogique à l'ORS CREAI Normandie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ORS CREAI Normandie, c'est un centre ressources sur le champ de la santé, des vulnérabilités, de la politique de la ville et on propose conseils, appui et montée en compétence des acteurs en région. Ce webinaire qui est co-organisé par l'ORS CREAI et Calva, soutenu par l'ARS Normandie, que je tiens à remercier ici, est une initiative de la HAS que nous remercions également, afin de favoriser l'acculturation à ce nouveau référentiel et aux nouvelles méthodes d'évaluation. Alors, quelques éléments de contexte. En fait, la HAS a réuni à plusieurs reprises en 2021 la FORAP. La FORAP, c'est la Fédération des structures régionales d'appui dont Calva fait partie, et la NCREAI, la Fédération des CREAI, pour lequel, l'ORS CREAI est membre. Et l'initiative de ces rencontres, en fait, c'était pour favoriser les synergies entre nos deux associations, entre nos deux structures, avec pour objectif de mutualiser nos forces, compétences, pour vous sensibiliser, vous accompagner et vous former aux enjeux de qualité de cette nouvelle méthode. Comme disait Déborah, on a une offre servicielle qu'on va évoquer plus tard. Voilà, organisé dans chaque région et le petit truc en plus, c'est que nous, on a un partenariat assez fort à vous proposer pour vous accompagner à cette rencontre. Donc, au programme de cette rencontre, nous aurons la Haute Autorité de Santé qui fera une présentation du dispositif d'évaluation d'établissements sociaux et médico-sociaux. Ensuite, des professionnels d'établissement nous partageront leur expérience autour de la préparation et de la visite d'évaluation. Ensuite, nous vous présenterons l'accompagnement qui vous est proposé en région Normandie par Calva et l'ORS CREAI Normandie. Et enfin, nous prendrons un temps à l'issue de ces présentations pour répondre à vos questions. D'un point de vue plus technique, donc vous avez un chat qui est à votre disposition. Vous pouvez y déposer vos questions. On aura l'occasion d'y répondre à l'issue de la rencontre. On vous proposera également une fois vos questions suite au webinaire. Vous pourrez accéder au replay de la rencontre sur la chaîne YouTube de Calva, la chaîne YouTube de l'ORS CREAI Normandie, ainsi que sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Enfin, je vous invite à veiller à bien couper vos micros pour ceux qui ne sont pas intervenants, pour que chacun puisse bien s'entendre et qu'il n'y ait pas d'interférence. Voilà, on vous souhaite de passer une belle rencontre et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous allons maintenant céder la parole à la Haute Autorité de Santé, donc Angélique Rallet, directrice de la DICASM, et Noémie Guiton, chef de projet du service évaluation, qui vont présenter le dispositif d'évaluation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier tous les organisateurs de cette matinée autour de l'évaluation, donc de ce nouveau dispositif qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, je tiens évidemment à saluer chaleureusement les collègues de l'ARS Normandie et de remercier nos partenaires des CREAI et des SRA avec qui nous co-organisons effectivement ces journées dans la France entière, ces journées régionales pour échanger autour de ce nouveau dispositif et
pour en avoir suivi quelques-unes. Je peux vous dire que les échanges sont vraiment très fournis et ce dispositif, effectivement, intéresse les structures et vous êtes d'ailleurs très nombreux à cette visio ce matin et je vous remercie beaucoup de votre présence. Donc, on va échanger avec vous aujourd'hui sur les contours et les méthodes du nouveau dispositif d'évaluation. On va faire cette présentation à deux voix. Donc, moi, je suis Angélique Caled, effectivement, la directrice de la DICASM, donc qui est au sein de la Haute Autorité de Santé, la direction de la qualité de l'accompagnement social et médico-social. Donc, c'est la direction qui est dédiée au sujet, au secteur social et médico-social. Et je serai accompagnée dans cette présentation par Noémie Guiton, qui est donc chef de projet au sein du service évaluation de la DICASM. Alors, je vous propose donc que l'on commence cette présentation par les fondements de l'évaluation. C'est la première partie. Donc, premièrement, un petit rappel, mais je pense que vous connaissez tout ça très bien. Cependant, pour dresser le panorama, ce qu'est l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc, cette évaluation, le principe d'une évaluation de la qualité a été posé dès la loi du 2 janvier 2002, loi fondatrice pour notre secteur. Et ce dispositif, cette démarche qualité a évolué par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. La loi de juillet 2019 donc a confié, a fait entrer l'évaluation, on peut dire, dans une nouvelle étape et a confié à la Haute Autorité de Santé l'élaboration, la mise en œuvre de la procédure nationale d'évaluation. Donc, on retrouve ce principe de l'évaluation dans l'article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles. L'évaluation a pour objet d'apprécier la qualité des prestations délivrées par les structures aux personnes accompagnées. Et cette évaluation concerne l'ensemble des structures, des établissements et services qui sont mentionnés à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, sauf dérogation. Aujourd'hui, donc, cette évaluation est réalisée tous les 5 ans par un tiers extérieur, par un organisme évaluateur indépendant de la structure. Alors, quand on a pris en charge ce projet au sein de la Haute Autorité de Santé, suite à la loi de 2019, donc on a eu une première phase de cadrage de nos travaux avec nos instances, donc la Commission sociale et médico-sociale et le Collège de la Haute Autorité de Santé. Et donc, on a effectivement arrêté avec eux des principes que je vais vous présenter dans les 3 diapos qui suivent. Donc, d'abord, quelle est la finalité de l'évaluation? Donc, ce dispositif d'évaluation, sa nouveauté, on va y revenir à plusieurs reprises, c'est vraiment qu'il est centré sur la personne accompagnée et sur la réponse à ses attentes. Donc, les personnes accompagnées, quand elles prendront connaissance des rapports d'évaluation, elles pourront avoir une connaissance d'abord du niveau de qualité des structures qui les accompagnent ou qui vont les accompagner. Donc, l'évaluation s'adresse d'abord aux personnes accompagnées. Ensuite, l'évaluation s'adresse aux professionnels et je pense qu'on y reviendra également avec les retours d'expérience. En fait, la conduite de cette évaluation, sa préparation et la suite, c'est aussi un outil de management interne et d'amélioration des pratiques. Donc, ça crée des dynamiques aussi très intéressantes dans les structures. Et troisièmement, l'évaluation, bien sûr, c'est un outil pour les autorités de tarification et de contrôle. C'est l'outil d'un dialogue régulier entre la structure et son autorité. Et l'évaluation, donc ça, c'est maintenu dans la loi. L'évaluation sert toujours au renouvellement des autorisations. Alors, les orientations stratégiques, donc qui dressent en fait les grands enjeux de la démarche d'évaluation, sont au nombre de 3. D'abord, permettre à la personne d'être actrice de son parcours, puisque la personne accompagnée est désormais tout à fait
partie prenante de la démarche d'évaluation. Donc, le deuxième enjeu qui résonne avec ce que je viens de vous présenter, hein, c'est de renforcer la dynamique qualité dans les établissements et les structures. Et le troisième enjeu, c'est de promouvoir une démarche porteuse de sens pour la structure et pour les professionnels. Alors, le référentiel d'évaluation, donc centré sur la personne, porte 4 valeurs prioritaires. Donc, le pouvoir d'agir de la personne, le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnements et la réflexion éthique des professionnels. Et en fait, ces 4 valeurs, on va les retrouver, ces valeurs infusent le référentiel, donc les critères et les méthodes de conduite de l'évaluation. Alors, je passe très vite donc sur cette slide qui rappelle que donc nous avons d'entrée de jeu souhaité établir un référentiel qui puisse reposer sur une démarche d'évaluation à 3 niveaux. Donc, évaluation par la personne accompagnée, par les professionnels et par la gouvernance. Et on retrouve ces 3 niveaux dans les chapitres du référentiel qui vont vous être présentés dans un moment. Et enfin, pour dernière chose à vous dire sur les fondements de l'évaluation, c'est de rappeler que la démarche d'évaluation n'est pas une démarche d'inspection ni de contrôle. On fait vraiment la différence entre l'évaluation et les autres démarches que vous voyez là sous les yeux, qui, elles, ne relèvent pas de la Haute Autorité de Santé. Donc, il y a les missions d'inspection et de contrôle qui relèvent des autorités de contrôle, qui visent à veiller au bon fonctionnement des établissements et qui peuvent être programmées ou bien qui peuvent être non programmées. Alors qu'une évaluation, c'est toujours programmé et ça se travaille avec les équipes en amont. Il y a également des contrôles de conformité aux normes, par exemple la visite de la commission de sécurité pour les ERP, les contrôles de l'hygiène ou la visite de conformité des locaux avant l'ouverture, etc., qui relèvent d'autres organismes ou autorités, mais encore une fois, ces démarches sont différentes que la démarche d'évaluation. Alors, je vais passer la parole à Noémie qui va donc rentrer maintenant dans le détail des outils qui servent à l'évaluation. Alors, les outils pour l'évaluation, donc nous avons travaillé avec de nombreux experts de terrain, avec également la mise en place d'une grande consultation publique à laquelle vous avez peut-être pu participer. Donc, c'est ce qui a permis d'aboutir aux travaux qui ont été publiés en mars 2022. Et nous allons vous présenter les outils qui vous permettent d'appréhender ces évaluations. Donc, sur cette diapositive, vous voyez bien que le référentiel d'évaluation est structuré donc en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Alors, ces 3 chapitres répondent directement à l'une des orientations stratégiques qui nous a été fixée, à savoir élaborer un référentiel à 3 niveaux, d'évaluation à 3 niveaux, donc qui porte sur la personne, donc le chapitre 1, les professionnels, le chapitre 2, et le SSMS, le chapitre 3. Donc, il est important de préciser que chaque évaluation doit être réalisée dans le cadre des missions de l'ESSMS, dans le cadre des accompagnements qu'ils réalisent, à savoir s'ils sont contraints ou non, et de la mesure qui s'impose à la personne. Donc, les 9 thématiques, vous les voyez, elles permettent de passer en revue l'ensemble des questions qui vont faire la qualité d'un accompagnement dans la structure. Donc, la majorité d'entre elles sont communes à l'ensemble des chapitres et certaines sont spécifiques à quelques chapitres, donc, dont 2 thématiques qui sont spécifiques au chapitre 3, puisqu'elles vont être abordées dans le cadre de l'entretien avec la gouvernance. Le référentiel, donc au sein de ces différents chapitres, vous allez donc retrouver ces 157 critères. Donc certains, ceux que vous voyez en bleu, donc les 129 sont dits génériques. Ils vont s'appliquer à
tous les ESSMS, quelle que soit la structure à évaluer. Et les 28 que vous voyez en rouge sont les critères spécifiques et ils vont s'appliquer de manière différenciée en fonction de la structure, c'est-à-dire en fonction du secteur, du type de structure et du public qui est accompagné par la structure. Donc, petite précision, dans la fiche pratique numéro 2 du manuel d'évaluation, vous allez retrouver ce lien qui est fait directement entre les champs d'application et la catégorie finesse de la structure, donc de votre structure. Donc, pour un EHPAD, vont être associés les champs d'application du médico-social, de l'établissement et bien sûr de la personne âgée. Donc, c'est pour permettre à chacun de retrouver uniquement les critères qui s'appliquent à la structure lorsque vous allez créer une évaluation ou bien une auto-évaluation dans la plateforme Sinaï. Autre caractéristique donc, qui permettent de différencier les critères, donc vous avez pu le voir, on a défini un certain nombre de critères dits standards et qui correspondent au niveau attendu, et les critères impératifs qui doivent être totalement satisfaits. Donc, vous les avez sans doute déjà repérés dans le référentiel, ces 18 critères impératifs couvrent essentiellement les domaines des droits des personnes, mais également des questions sur le risque de maltraitance et de violence, et des plaintes et réclamations notamment. Donc, pour information, nos instances voulaient faire passer une marche à tous les ESSMS sur cette première itération du référentiel, d'où le fait d'avoir sélectionné ces 18 critères impératifs et d'y associer un certain nombre de conséquences à l'évaluation de ces critères impératifs. Alors, à partir de l'évaluation de ces critères impératifs, si au cours de la visite d'évaluation, un ou plusieurs critères impératifs n'étaient pas cotés à 4 ou étoiles, donc n'étaient pas totalement satisfaits, des précisions seront apportées dans un formulaire dédié pour permettre d'apporter des éléments complémentaires, permettre de partager l'information avec la gouvernance, tout d'abord, d'intégrer un certain nombre d'éléments complémentaires dans le rapport d'évaluation, et après la visite d'évaluation, sur la base de la réception du rapport d'évaluation, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action priorisé sur ces critères impératifs et que vous allez pouvoir transmettre avec le rapport d'évaluation à votre autorité. Donc, votre autorité qui va pouvoir également demander des investigations complémentaires ou avoir un échange avec vous sur le plan d'action que vous avez proposé sur le calendrier d'exécution. Donc, étant entendu que la particularité des critères impératifs est de ne pas pouvoir être cotés en non concernés. Donc, puisqu'ils sont applicables à tous, sauf pour le critère 362 qui fait exception, qui concerne le circuit du médicament et qui peut, sur justification, être coté non concerné si bien sûr la structure ne déploie pas le circuit du médicament comme les CAMS par exemple. Le manuel d'évaluation. Donc, à côté du référentiel d'évaluation, vous retrouvez le manuel qui va, lui, aller plus dans le détail sur chacun des critères d'évaluation. Il comprend d'abord une fiche par critère. Donc, un exemple vous est donné. Toutes les fiches sont présentées de la même manière. Donc, une présentation uniforme qui vous permet de retrouver sur chacune de ces fiches l'objectif, la thématique auquel le critère est associé, le niveau d'exigence qui lui est rattaché. Est-ce que c'est un critère standard, un critère impératif, les champs d'application qui lui sont associés et qui peut être différent en fonction des critères. Donc, dans l'encadré en bas à gauche, vous allez retrouver l'ensemble des éléments d'évaluation qui vont permettre d'évaluer ce critère. Des éléments d'évaluation qui vont être à la fois traités en termes d'entretien, donc avec les personnes accompagnées, avec les professionnels, la gouvernance, mais également en termes de consultation documentaire, puisque
tous les éléments de preuve que vous allez pouvoir apporter à l'appui des réponses que vous apporterez au cours des entretiens avec les évaluateurs et des éléments d'observation que vous allez pouvoir mettre à disposition également des évaluateurs. Donc, tous ces éléments d'évaluation permettent d'évaluer l'atteinte du critère. Sur la partie droite de cette fiche, on a ajouté quelques références. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont des références principales qui vous permettent, soit en termes de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, de références légales, réglementaires ou toute autre référence qui peut être utile au regard du critère. Ça va vous permettre d'aller plus loin sur un critère donné. Donc, si vous considérez que vous êtes un peu en difficulté sur un critère ou sur un critère donné, vous n'avez pas atteint toutes les exigences, ça va vous aider et donc vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur les exigences. Et ça va permettre également aux évaluateurs de préparer et de mieux cibler les questions qui vont poser. Donc, vous allez retrouver dans ce manuel les 157 fiches critères qui permettent d'aller plus loin et qui vous donnent quelques détails. Également, dans le manuel d'évaluation, vous trouverez les fiches pratiques. Il y en a 10 aujourd'hui qui permettent de bien comprendre comment se met en place cette nouvelle évaluation. Et donc, vous avez une fiche pratique qui concerne à la fois l'organisation de la visite d'évaluation, qui vous explique la définition des champs d'application des critères et une fiche par méthode d'évaluation, donc pour comprendre comment ces méthodes vont se dérouler et donc toutes les autres, vous les voyez à l'écran. Il y a 10 fiches pratiques aujourd'hui, mais nous n'excluons pas d'en ajouter si des questions émergeaient lors des retours des premières évaluations. S'il fallait apporter des compléments pour la bonne compréhension du dispositif, évidemment, nous serions amenés à ajouter des précisions ainsi. Alors, les méthodes. Les méthodes d'évaluation, elles sont 3. Il y en a une par chapitre. Donc, afin d'évaluer le chapitre 1, c'est-à-dire centré sur la personne accompagnée, il sera utilisé la méthode de l'accompagné traceur. Le chapitre 2, qui est centré sur les professionnels, sera évalué par la méthode du traceur ciblé. Et enfin, le chapitre 3, centré sur le SSMS, sera évalué via l'audit système. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, comment se déclinent ces méthodes? Donc, la première méthode, celle de l'accompagné traceur, vous avez 3 étapes clés à respecter. La première, c'est l'identification de la personne accompagnée. Donc, c'est donc à vous, le SSMS, de proposer à l'organisme évaluateur, le jour de la visite d'évaluation, le double du nombre d'accompagnés traceurs prévus. Donc, ensuite, c'est à l'organisme de choisir la personne avec laquelle l'entretien sera fait. Donc, il est important de proposer des profils différents afin que soient bien représentés les différents accompagnements qui sont réalisés au sein de votre structure. Le nombre d'accompagnés traceurs donc prévu pour une évaluation est de 3 minimum. Donc, au minimum, vous devrez en proposer 6. Donc, la deuxième étape, c'est l'entretien avec la personne elle-même afin de recueillir son expérience et son expression sur son accompagnement. Et enfin, l'étape 3, c'est l'entretien avec les professionnels qui accompagnent la personne au quotidien et qui connaissent son dossier, qui me permettra également de croiser les regards avec ces professionnels sur son accompagnement. Petite précision, donc c'est vous qui proposez aux évaluateurs les personnes à rencontrer parce que vous aurez en amont recueilli leur consentement. Donc, il est important que vous puissiez présenter aux évaluateurs le consentement de ces personnes à participer aux entretiens. Ces entretiens se déroulent toujours de façon individuelle, en présentiel, et donc dans un lieu où la personne se sent bien pour pouvoir répondre
au mieux aux questions qui lui seront posées. Et évidemment, dans ce chapitre 1, la personne n'a pas à présenter des éléments de preuve à l'appui de ce qu'elle répond. Donc, ce sont bien les professionnels qui, eux, apporteront les éléments à l'appui des réponses aux évaluateurs. La deuxième méthode, à présent, donc, c'est celle de du traceur ciblé. 3 étapes également. On retrouve un petit peu les mêmes. Donc, la première, c'est l'identification de la cible. Donc, elle permet d'une part à l'organisme de mieux organiser les séquences d'évaluation et d'autre part à l'ESSMS de proposer les professionnels impliqués en lien avec la thématique évaluée. La deuxième étape est l'entretien avec les professionnels eux-mêmes. Elle permet d'évaluer les pratiques et de consulter la documentation, comme nous l'avons vu. Et la troisième étape, elle permet de croiser encore une fois les regards, puisque cet entretien est réalisé avec les membres de la gouvernance. Elle permet ainsi d'évaluer l'organisation, les moyens déployés, mais aussi de compléter certaines informations au besoin en cas d'écart constaté lors des entretiens. Donc, petite précision également dans ce chapitre 2. Et dans cette méthode, il va être important de bien cibler les professionnels à rencontrer par thématique et favoriser la présence de professionnels en équipe pluridisciplinaire. Alors, ne pas oublier quand la structure fonctionne 24 heures sur 24, le personnel de nuit, par exemple, ou bien sûr les personnels extérieurs qui auraient qui interviendrait régulièrement auprès de la personne, voilà, en fonction de la thématique considérée. La troisième méthode, enfin, donc l'audit système, donc 3 étapes clés également. La première, tout comme dans le chapitre 2, il s'agit de l'identification donc de la cible, c'est-à-dire l'organisation des différentes séquences en fonction des membres de la gouvernance à rencontrer, liées aux thématiques évaluées. L'étape 2, c'est l'entretien avec la gouvernance elle-même. Donc, cette étape permet de s'assurer que l'ESSMS est en capacité de mettre en œuvre les missions qui sont les siennes. Et enfin, l'étape 3 va également permettre de croiser les regards. C'est la rencontre avec les professionnels et cette fois-ci, cette étape va permettre de vérifier que la stratégie qui est présentée et prévue par la gouvernance est bien mise en œuvre et connue des professionnels. Une petite précision, quand on parle de gouvernance, donc elle peut être multiforme dans notre secteur. Il peut s'agir de professionnels comme de bénévoles. Il a été rencontré lors de l'expérimentation sur les établissements et services, donc en ADMR par exemple, des membres de la gouvernance étaient des bénévoles, mais il est important qu'il y ait toujours des représentants de la gouvernance opérationnelle, donc qui ait un impact sur l'organisation de la structure, des professionnels et sur le terrain. Donc, il ne faut pas oublier l'ensemble de la représentation de la gouvernance. Un petit focus sur l'entretien avec les membres du CVS. Là, puisqu'il a été prévu pour les ESSMS soumis à cette obligation de création d'un CVS, donc qu'il y ait un entretien avec un membre des représentants des personnes accueillies et des familles autour de 10 critères. Donc, ce ne sont pas des critères nouveaux, ce sont des critères qui ont été extraits des chapitres 1 et 3 et qui vont être questionnés auprès des membres représentant les familles et les personnes accueillies du CVS. Donc, vous trouverez toutes ces informations en détail dans la fiche pratique numéro 6. L'objectif étant bien d'apprécier lors de cet entretien l'implication du CVS dans la vie de la structure, dans la circulation de l'information, dans les évolutions du fonctionnement, de l'organisation, et donc quelle est l'implication du CVS dans la vie de la structure. Donc pour résumer un peu cette partie, vous voyez bien que chacune des méthodes d'évaluation va se traduire par 3 grands moyens classiques qu'on connaît tous. Donc, ce sont les entretiens, donc quelle que soit la cible de l'entretien, de l'observation. C'est pour ça que la visite de la structure par les évaluateurs est essentielle. Et enfin, la consultation documentaire
tous les éléments que vous allez pouvoir mettre à disposition à l'appui de vos réponses pour les évaluateurs, étant entendu que si vous avez dématérialisé l'ensemble de votre gestion documentaire, il n'est pas question de tout imprimer le jour de la visite, mais vous pourrez mettre à disposition ces éléments dématérialisés comme support de consultation documentaire pour les évaluateurs. Le système de cotation, donc l'ensemble des entretiens et des réponses apportées doivent permettre de coter les éléments d'évaluation. Le système de cotation qui a été retenu est un système de cotation à 5 niveaux, comme vous le voyez. 1 étant le niveau le plus faible et étoile, le niveau le plus élevé, puisqu'il permet de valoriser un résultat qui va au-delà des attendus. Donc concrètement, comment cela se matérialise? L'intervenant, donc l'évaluateur, cote chaque élément d'évaluation et non critère, puis la plateforme Sinae va calculer par des moyennes successives la cotation du critère, de l'objectif, de la thématique et du chapitre. Donc 2 points d'attention spécifiques. La possibilité de coter non concerné, puisque à partir du moment où vous avez défini, vous aurez défini votre structure à partir de sa catégorie finesse, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous aurez les champs d'application des critères qui lui seront appliqués, associés. Et donc, vous aurez la liste des critères qu'il faudra passer en revue. Donc, si malgré tout, votre structure n'est pas concernée par un critère, l'évaluateur aura la possibilité de coter en non concerné. Par exemple, le critère 1.16.3, donc les professionnels recueillent auprès de l'entourage des informations sur les manifestations habituelles des douleurs chez la personne accompagnée. Évidemment, dans ce cadre-là, dans ce cadre du chapitre 1, vous allez pouvoir proposer une personne accompagnée qui est isolée et qui n'a pas d'entourage. Et donc, ce critère en particulier, il est possible de mettre du non concerné puisqu'il n'y a pas d'entourage associé à son accompagnement. Donc, pour rappel, les critères qui sont cotés non concernés ne sont pas comptabilisés dans la cotation. Comme on l'a déjà dit un petit peu plus avant, au sujet des critères impératifs, ils ne peuvent pas être cotés en non concernés, sauf pour le critère 3.6.2 sur le circuit du médicament. Et enfin, vous avez la particularité de la cotation réponse inadaptée. Donc, c'est une cotation qui est possible et qui s'applique uniquement dans le cadre de l'entretien avec la personne accompagnée du chapitre 1, puisqu'il est possible que malgré les différentes reformulations pour obtenir une réponse, celle-ci ne soit pas exploitable parce que la personne est trop fatiguée, elle ne peut pas mener à bien l'entretien jusqu'à la fin, elle est trop fatiguée. Donc, il y a des difficultés à répondre. Donc, dans ce cas seulement, l'évaluateur pourra coter réponse inadaptée. Donc, cela ne pénalisera pas la structure dans le cadre de votre évaluation, puisqu'il n'y aura pas d'impact sur le résultat. Je vais laisser la parole à Angélique Khaled pour la procédure d'évaluation. Merci Noémie. Alors, concernant la procédure d'évaluation, donc un petit point de rappel sur le rythme et le calendrier de l'évaluation, donc dont les éléments ont été fixés par le décret du 26 avril 2022. Donc, nous sommes bien aujourd'hui sur une évaluation externe tous les 5 ans. Une programmation pluriannuelle qui est arrêtée par les autorités de tarification et de contrôle. Donc, les arrêtés de programmation étaient prévus donc pour être finalisés au 1er octobre 2022. Donc, on sait qu'il y a eu un petit retard dans certaines régions, pour la publication de certains arrêtés, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les arrêtés de programmation existent.
Donc, ces premiers arrêtés de programmation pluriannuelle couvrent la période de juillet 2023 à décembre 2027. Et donc, il y avait une petite exception pour les établissements et services qui avaient été autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, qui était donc dans la période de moratoire des évaluations 2020-2021. Et donc, pour ces établissements-là, donc autorisés entre 2008 et 2009, donc il y avait une obligation de produire l'évaluation entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Alors ensuite, voilà, je voudrais passer un tout petit peu de temps sur cette slide sur la démarche d'amélioration continue de la qualité. Pour vous expliquer qu'en fait, bien sûr, quand on parle de ce dispositif d'évaluation, le temps fort, c'est la visite d'évaluation. Mais finalement, c'est un continuum qui commence avant la visite et qui va se poursuivre tout au long des années qui vont séparer deux visites d'évaluation, donc sur ce rythme quinquennal. Avant la visite d'évaluation par les organismes évaluateurs, déjà, il y a la possibilité de conduire une auto-évaluation. Donc sur la base des critères du référentiel de la Haute Autorité de Santé, ou bien sur la base d'autres démarches qualité que vous souhaitez mener. Hein. Il y a des certifications, il y a d'autres choses, mais en tout cas, on vous incite à mener ces démarches puisque on retrouve l'organisation d'une démarche continue d'amélioration de la qualité parmi les critères du référentiel. Donc ensuite, il y a la mise en concurrence et le choix de l'organisme évaluateur, de l'organisme accrédité, donc en fonction de vos attentes et de vos spécificités. Donc il y aura ce temps fort de la visite d'évaluation qui va donc se dérouler dans vos structures. Et puis ensuite, la transmission du rapport d'évaluation qui va donc permettre de mettre en lumière les points forts de la structure et les axes de progrès. Les axes de progrès, donc on va les retrouver dans le plan d'amélioration de la qualité qui sera élaboré par vos soins au regard du rapport d'évaluation et en concertation avec les acteurs de vos structures. Et puis, des points d'étape réguliers, annuels, qui seront proposés aux autorités de tarification à travers les rapports d'activité des établissements. Donc, je reviens juste une minute sur l'auto-évaluation. Donc, c'est un changement du nouveau dispositif puisque antérieurement, on avait une obligation d'effectuer une évaluation interne et une évaluation externe. Maintenant, il n'y a plus qu'une évaluation par un organisme extérieur. Donc, l'auto-évaluation, c'est une démarche qui est réalisée sur la base du volontariat. Mais évidemment, on encourage grandement les structures à réaliser l'auto-évaluation puisque l'auto-évaluation, cette démarche permet d'impulser la dynamique collective et participative au sein de l'établissement, de s'approprier aussi les exigences qui sont attendues dans le cadre du référentiel et de définir en amont de la visite d'évaluation des actions d'amélioration de la qualité. Alors, toujours sur l'auto-évaluation, donc je le disais, elle pourra être valorisée lors de la visite d'évaluation. Évidemment, il n'est pas du tout attendu de vous que vous transmettiez les résultats de votre auto-évaluation aux organismes accrédités. Par contre, vous pourrez donc mettre en valeur, faire connaître à l'évaluateur que vous avez mené cette démarche. Et donc, on retrouve cela dans les critères 3.10.1 et 3.10.2. Alors, ensuite, donc pour continuer, après l'auto-évaluation, sur la visite d'évaluation.
qui va se dérouler donc autour de 6 grandes étapes. Donc d'abord, quand la visite sera programmée avec l'organisme évaluateur, donc on demande aux organismes évaluateurs de réaliser une réunion d'ouverture. Ça, c'est pour tous les établissements et services. C'est la première étape de la visite. Donc, une réunion d'ouverture entre l'organisme évaluateur et la gouvernance de la structure. Suivie immédiatement par une visite des locaux de la structure pour que les évaluateurs repèrent bien les conditions d'exercice des professionnels et l'organisation de la structure. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, qu'il faut obligatoirement qu'il y ait au moins 2 évaluateurs présents pour cette visite d'évaluation. Donc, la visite d'évaluation, vraiment, elle se réalise toujours sur site. Bien évidemment, il n'est pas question d'évaluer à distance. Donc, c'est toujours dans les locaux de l'activité. Troisième étape, en fait, chaque fin de journée dans la structure, on demande aux intervenants d'avoir entre eux un temps de synthèse pour revenir sur ce qu'ils ont constaté, les éléments qu'ils ont pu constater dans la journée et se rebriefer entre eux sur la suite de la visite. Et chaque matin, il y a un débriefing avec la gouvernance sur ce qui s'est passé la veille pendant la journée d'entretien et de constatation, d'observation. On assiste beaucoup également sur le bilan de fin de visite, voilà, pour que les constats qui ont pu être dressés sur les points forts et les axes d'amélioration, voilà, qu'il y ait un premier retour auprès de la gouvernance sur ces constats et voilà, qu'il n'y ait pas de surprise totale à la réception du rapport. Ces temps de débriefing et de bilan de fin de visite sont très importants parce qu'on assiste beaucoup sur le fait que toute cette démarche d'évaluation doit se faire dans la confiance et la transparence. Et ensuite, donc après la visite, donc il y a un rapport de visite qui va être élaboré par l'organisme accrédité. Donc, on a inscrit dans le dispositif donc des délais autour de la production de ces rapports. Les rapports doivent être transmis aux structures au maximum 1 mois après la visite d'évaluation. La structure a alors 1 mois pour faire part de ses observations en retour sur les constats dressés par les évaluateurs. Et après retour de la structure, l'organisme évaluateur a à nouveau 1 mois pour transmettre son rapport définitif. Le rapport définitif, donc, il est transmis à l'établissement ou au service qui lui-même le transmet à son autorité. Et le rapport d'évaluation est également, c'est une nouveauté, transmis à la Haute Autorité de Santé via la plateforme SINAE. Donc, pourquoi tous les rapports sont transmis à la Haute Autorité de Santé? Donc, pour 2 raisons. D'abord, ça nous permet de remplir la mission qui nous a été donnée par le législateur de contrôler les organismes évaluateurs et la bonne adéquation entre les démarches d'évaluation qui sont opérées par ces organismes et le cahier des charges qui les encadre. Donc, en fait, au vu des rapports, nous allons sélectionner en fait des rapports d'évaluation pour contrôler l'activité des organismes évaluateurs. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point qui est tout aussi fondamental, c'est qu'à réception de ces rapports, on pourra les analyser, faire des analyses ciblées sur certains critères ou certains chapitres, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une visibilité sur le niveau de qualité national des établissements et services et de voir surtout s'il y a certains critères qui sont moins bien mis en œuvre que d'autres. Et à ce moment-là, s'il y a lieu de proposer des outils de soutien aux équipes des ESMS, on pourra à ce moment-là s'autosaisir dans notre programme de travail HAS de thématiques pour
étayer la pratique des professionnels. Alors, ensuite, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le rapport d'activité annuel de chaque structure permettra de suivre la mise en œuvre du plan d'action, de valoriser les actions engagées pour améliorer le niveau de qualité. Et donc, ce rapport d'activité annuel, il est donc transmis aux autorités de tarification et de contrôle. Voilà, et je vais donc redonner la parole à Noémie pour la dernière partie de notre présentation concernant le cahier des charges de la Haute Autorité de Santé. Donc, on voulait faire un point d'attention sur les exigences du cahier des charges. Nous avons souhaité une intervention indépendante de ces organismes qui apportent un certain nombre de contraintes dans leur intervention, donc que ce soit pour les organismes eux-mêmes, mais également pour les évaluateurs, puisque notamment sur si ces organismes sont intervenus au sein de votre structure pour de la formation, du conseil, 24 mois avant l'évaluation, ils ne pourront pas réaliser l'évaluation de votre structure. Et de même, l'organisme qui aura réalisé votre évaluation ne pourra pas intervenir au sein de votre structure l'année qui suit. Donc pendant 36 mois, 24 mois avant, 12 mois après, l'organisme ne pourra pas intervenir. Donc nous avons mis des exigences dans ce cahier des charges en matière de professionnalisation des organismes et de leurs intervenants, exiger un niveau d'activité également, puisque dans le passé, il y avait beaucoup d'organismes habilités, mais beaucoup n'avaient jamais mis en œuvre d'évaluation. Et évidemment, donc les organismes accrédités sont engagés à réaliser les évaluations sur la base des outils et des méthodes qui sont publiés par la HAS. Et nous allons renforcer les contrôles, comme dit par ailleurs Angélique Khaled, par autosaisine, mais également par signalement de votre part. Donc, la liste des organismes évaluateurs, vous la retrouvez bien sur notre site internet et sur la plateforme SINAE. Cette liste est mise à jour quotidiennement, puisque on ajoute quotidiennement les organismes qui ont demandé leur accréditation et qui l'ont eu, leur autorisation dans un premier temps. Et donc par ajout, cette liste est mise à jour. Et à l'avenir, potentiellement par des retraits d'organismes si le COFRAC leur retirait l'accréditation et donc s'ils ne respectaient pas les exigences du cahier des charges. Donc, il est très important pour vous de vous référer à cette liste publiée sur le site de la HAS au moment de la contractualisation. Enfin, nous avons mis quelques liens utiles, notamment la foire aux questions et pour nous écrire également. Donc, beaucoup ont déjà l'adresse, mais en tout cas, quelques liens utiles pour avoir la documentation, les documents, voilà. Et vous voyez notre adresse à la fin, contact.évaluation-sms, hassanté.fr. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre quelques questions, puisqu'il y a quelques questions qui sont inscrites dans le chat. D'abord, une première question sur l'accompagné traceur et le nombre d'accompagnés traceurs. Est-ce qu'il est en fonction du nombre de places dans l'EHPAD? Nous demande Clémence au camp du CHPC de Cherbourg. Et c'est complété un peu plus tard par Karine Carlier sur le nombre d'accompagnés traceurs. A-t-il une limite en volume au regard du nombre de personnes accompagnées et du besoin de représentativité? Elle cite à titre d'exemple un service de MJPM qui suit 1500 dossiers avec 4 mesures différentes et 2 profils de public identifiés. Avec du nombre d'accompagnés traceurs à rencontrer pour la bonne représentativité. Voilà. Donc, voilà, le nombre d'accompagnés traceurs, est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter? Alors, concernant le nombre d'accompagnés traceurs, en fait, la seule règle qui est posée de façon incontournable, c'est que l'on demande au minimum 3 accompagnés traceurs.
Et ça, quel que soit le nombre de places dans la structure. On n'a pas indiqué de cible d'accompagné traceur en fonction du nombre de places. On a juste souhaité pour l'instant, pour ce nouveau dispositif, mettre en œuvre cette règle des 3 accompagnés traceurs. Mais comme le dit très bien la question, notamment sur le service de protection des majeurs, en fait, le nombre d'accompagnés traceurs, il doit refléter, enfin, il doit permettre d'avoir des entretiens avec des personnes accompagnées qui ont tous les types d'accompagnement de la structure. Il doit vraiment permettre d'avoir une visibilité sur la globalité des modalités d'intervention de la structure. Donc, en fait, entre 3 et le nombre souhaité, ça va être un dialogue en fait entre la structure et l'organisme évaluateur pour fixer le nombre d'accompagnés traceurs qui va permettre à l'évaluateur d'avoir une visibilité sur la diversité des profils d'accompagnement. Merci. Je vois les questions en même temps. Toujours Karine Carlier, un organisme gestionnaire qui souhaite mutualiser une évaluation de plusieurs établissements pour rationaliser les coûts. Par exemple, selon mon niveau de connaissance, l'AT doit avoir validé cette mutualisation, très souvent la partie audit système. Dans le cadre de l'accréditation COFRAC, les organismes évaluateurs doivent pouvoir apporter des éléments de preuve concernant les choix d'organisation mis en place. Question. Toutes les AT transmettent-elles un écrit aux établissements dont la démarche est validée? Cet écrit peut-il être transmis à l'organisme évaluateur? Alors, concernant le regroupement des évaluations, effectivement, je l'ai rappelé tout à l'heure, le dispositif, depuis 2002, et ça n'a pas évolué sur ce point, le principe de base, c'est que on est sur une autorisation, une évaluation. Ceci étant, quand ça a du sens, les autorités de tarification et de contrôle peuvent tout à fait accepter des regroupements d'autorisation pour une évaluation. C'est-à-dire, les autorités, mais c'est elles qui ont la main pour le faire, peuvent effectivement accepter qu'il y ait une évaluation, une visite d'évaluation pour plusieurs autorisations, donc plusieurs services, plusieurs établissements. À partir de là, effectivement, il y a un écrit, ça se fait par courrier en général, entre l'autorité et l'organisme gestionnaire. Et effectivement, ensuite, l'organisme gestionnaire, quand il sélectionne son organisme évaluateur, produit cette autorisation. J'ajoute que dans SINAE, donc qui est le système d'information qui sert à l'évaluation externe, donc c'est dans SINAE qu'est créée donc la mission d'évaluation. C'est également maintenant possible de créer ces évaluations regroupées. Donc il y aura autant de grilles que nécessaire, bien sûr, pour les accompagnés traceurs. Et il faut bien qu'il y ait des accompagnés traceurs pour chaque structure faisant l'objet de cette visite d'évaluation. Et ensuite, il y aura possibilité de créer une grille chapitre 2 globale ou différente selon les situations. Et pour le chapitre 3, donc ce sera une grille commune à l'ensemble des structures évaluées. Voilà, et donc on va retrouver ces mêmes éléments dans le rapport final d'évaluation. Donc il y aura d'une part les résultats de l'évaluation, toutes structures confondues, et d'autre part, des résultats par catégorie de structure, mais un seul rapport. Okay. Merci. Une autre question, y a-t-il un délai de réponse des ACT après transmission du plan d'action des critères impératifs? Alors effectivement, j'ai cité quelques délais tout à l'heure, mais il n'y a pas de délai dans le dispositif réglementaire de réponse des autorités après transmission du plan d'action critères impératifs, sachant que donc c'est une obligation, ce plan d'action, il va être joint au rapport d'évaluation.
les autorités en prendront connaissance et donc elles pourront demander des précisions supplémentaires à la structure si elles le souhaitent. Et ensuite, il y aura un suivi en fait du plan d'action annuellement dans le cadre du rapport d'activité. Mais il n'y a pas de délai en tout cas dans les textes. On a pas mal de questions également sur Sinae. Première question, c'est est-ce que la plateforme Sinae est donc utilisée que pour l'auto-évaluation? Une autre question, c'est je travaille pour une association qui gère plusieurs établissements. Je tente disposer d'un accès Sinae commun à ces différents ESMS, notamment pour valoriser des actions transversales comme le développement de la démarche qualité, mais je ne parviens pas à avoir un retour là-dessus. Également sur le fait que la plateforme Sinae n'est pas aisée d'accès, facile d'accès pour tous malgré un manuel détaillé. Avec des questions assez pratiques. Peut-on annuler une mission, créer et recommencer totalement la démarche, en fait? En gros, est-ce que peut-être que le manuel détaillé doit-il être encore plus détaillé, j'imagine? Et une dernière question sur Sinae, comment obtenir l'accréditation de connexion Sinae? Alors, donc Sinae, déjà, c'est effectivement le système d'information, comme je disais tout à l'heure, qui sert surtout à l'évaluation externe. Hein. C'est le cœur de ce système d'information. Donc, en fait, il sert d'outil de travail entre l'établissement et l'organisme évaluateur et la HAS, bien évidemment. Et il peut servir à l'auto-évaluation si vous le souhaitez. Il est possible effectivement d'exporter le référentiel avec les critères et d'utiliser sous un format Excel ce référentiel pour avoir la cotation de vos critères pour l'auto-évaluation. Mais ça, c'est une fonctionnalité annexe. Ça sert surtout, Sinae, à l'évaluation externe. Et je vais laisser Noémie compléter, si elle le veut bien, sur la question comment on fait pour avoir l'accréditation sur Sinae et est-ce qu'on peut annuler une mission en cours de route? Si j'ai bien compris la question. Alors, tout d'abord, les accès à Sinae. Donc, pour parler des guides. Donc, les guides ont été faits avec des captures d'écran précises pour vous aider dans la création des comptes et pour vous faciliter l'accès à Sinae. Nous vous accompagnons également pour la création de ces comptes. Également, donc pour l'accréditation. Alors, si c'est une autorisation pour accéder à Sinae en tant que SSMS, il vous suffit de créer un compte, en fait. Il n'y a pas besoin d'une accréditation proprement dite. Il vous suffit de créer un compte. Pour pouvoir accéder à plusieurs établissements, vous le pouvez. Il y a également des statuts. Alors, quand vous souhaitez avoir accès aux structures et avoir des actions sur les missions, les évaluations, il vous faut vous mettre en statut de référent ESSMS. Si toutefois vous rencontrez des difficultés dans la création pour vous rattacher à un ESSMS ou autre, on vous invite à nous écrire, bien sûr, et à mettre des captures d'écran des difficultés rencontrées. Nous, ça nous permet de bien situer où est votre problème et d'apporter une aide plus rapide. Pour ce qui est de la suppression des missions, alors, c'est tout à fait possible, mais elles sont contraintes, enfin, les annulations de missions, les suppressions de missions. Si vous avez complété votre évaluation à 50%, 80%, il va être difficile de la supprimer parce que vous allez devoir tout refaire en fait, ou alors il faudra faire intervenir notre prestataire qui n'est pas une solution optimale. Donc vérifiez bien avant de nous demander s'il n'y a pas une solution alternative ou après, si une mission est créée mais qu'elle n'a pas lieu d'être, évidemment, on pourra la supprimer. Et qu'elle n'a pas commencé, qu'elle est à 0% de complétion, évidemment, on pourra la supprimer. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions sur Sinae. En tout cas, si vous avez des questions
une aide qu'on peut vous apporter en fait dans la création des comptes, nous vous invitons à nous contacter par mail. Et merci. Deux petites dernières questions. Après, je sais qu'il y en a d'autres dans le chat, mais comme on vous disait, soit on essaiera d'y répondre un peu plus tard, sur le temps de réponse, le temps de questions-réponses de midi 15. Et on fera aussi, comme le disait Marianne tout à l'heure, une foire aux questions où on reprendra l'essentiel des questions en essayant d'apporter des éléments de réponse. Mais quand même une petite dernière de Jean-Marc Rimbert des PEC 76. Où en sommes-nous des accréditations des organismes d'évaluation? Et la question qui fâche, je le cite, quid des financements? Alors, je vais répondre à la première partie de la question. Où en sommes-nous? Pour l'instant, il y a un peu plus de 120 organismes qui sont donc portés sur la liste qui est disponible sur notre site internet et qui est donc la liste socle des organismes évaluateurs. Ils sont tous pour l'instant en recevabilité opérationnelle. Ça veut dire que c'est la première étape de l'accréditation. La deuxième étape étant, après une visite de contrôle du COFRAC, l'accréditation définitive. Alors, les visites de contrôle du COFRAC ont démarré depuis 2 mois. Voilà, c'est en cours et donc avant la fin de l'année, il y aura donc des accréditations définitives qui vont arriver. Par contre, sur la question du coût des évaluations, eh bien, cela ne fait pas partie du périmètre d'action de la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est plutôt au ministère et aux autorités de tarification que revient cette question. Je vais prendre donc Déborah Svetojevic pour l'ARS. C'est une question qui avait effectivement été posée par les fédérations du secteur médico-social depuis déjà plusieurs mois de cela. Une question qui a donc été remontée au national et pour laquelle nous n'avons pas eu de retour positif d'une prise en charge à venir de ces dépenses. Donc nous en sommes toujours sur cette information-là. Et donc, dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, il n'y a pas d'accompagnement qui a été spécifiquement prévu par le national à cet effet. C'était déjà une réponse que nous avions eu l'occasion de partager avec les fédérations et on a bien noté le regret qui était le leur quant à ce sujet. Mais effectivement, c'est voilà au niveau national que se joue comment dirais-je, cet arbitrage. Et pour ce qui est de l'ARS, du coup, nous, on a décidé de procéder à l'accompagnement par les dispositifs que l'on met en place d'accompagnement proposés par l'ORS Créaï Calva, mais effectivement qui ne se traduisent pas. J'ai bien entendu la question de Jean-Marc par une enveloppe destinée à compenser les coûts de ces évaluations. Après, ce qu'on a aussi eu l'occasion d'évoquer en réunion de fédération, c'est que bien souvent, l'argent investi dans le cadre de ces démarches est susceptible de générer un retour sur investissement pour les porteurs. C'est-à-dire que quiconque a fait un peu de qualité dans sa vie en établissement sait que par la mise sous contrôle d'un certain nombre d'activités, de processus, on réussit à générer des économies. Après, je sais que ce n'est pas la réponse que tu attendais, Jean-Marc, mais voilà, c'est celle que je suis en mesure de vous donner aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présentation et puis les réponses aux premières questions.